Bonjour Olénie, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de participer, d'échanger avec moi sur le podcast Courageusement Humain. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va super bien. C'est une journée vraiment ensoleillée. J'ai un de mes vidéos de danse qui est sorti ce matin, puis ça a vraiment amené du bonheur dans la vie des gens, ce que j'ai vu, le feedback. Puis, je sors de 2 coachings PNL, puis je suis comme pleine d'amour et de gratitude, là, donc ça va super bien. Toi? Oui, je vais super bien. Je suis content que tu parles de cette vidéo-là ce matin. Je l'ai écoutée. Hum. Euh, je, je vais te faire une confession, là. En fait, on ne se connaît pas beaucoup, alors je te faire une première confession. Je suis un grand sensible. Euh, c'est quelque chose avec lequel j'ai eu beaucoup de difficultés à composer pendant longtemps. Aujourd'hui, je l'assume pleinement. Écoute, non seulement j'avais la chair de poule, mais j'étais très ému à te voir danser avec le jeune homme, avec le garçon qui était là sur une musique qui était juste wow. Euh, comment t'en es, puis je plonge là-dessus, mais comment t'en es arrivé à la danse? En général, dans ma Ouais. vie, Qu'est-ce qui a amené la danse dans ta vie? j'ai dansé avant de marcher. Hmm. Des vidéos de moi que je suis toute petite. Puis ma mère a dit carrément à mon père, elle veut, tu vois, Richard, elle veut pas marcher, elle veut juste danser. Je me tenais après le divan, puis déjà là, je faisais juste danser dès qu'il y avait de la musique. Ouais. Et j'ai toujours été un enfant hyper joyeuse, lumineuse, souriante. Puis moi, je suis décédée à la naissance tout de suite. OK. On m'a comme réanimée. J'étais comme un petit cadeau du ciel pour ma mère. Mhm. Puis après, c'est comme qu'on restait, là, tu sais, la petite blonde aux yeux bleus super pétillante. Puis je bougeais, je dansais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et comme quoi, j'ai eu à l'intérieur de moi une confirmation, j'avais 8 ans. J'ai écouté le film Rockin' On avec Whoopi Goldberg. Ouais. Et le 2. Le OK. deuxième, là, quand elle Oui. est avec les chanteurs, là. Puis elle dit à une de ses élèves, elle dit, si à tous les matins tu te lèves, puis la première chose à laquelle tu penses, c'est chanter, c'est que tu es une vraie Mhm. chanteuse. Et là, moi, je suis montée j'étais dans ma chambre, puis je me suis levée le matin, puis j'ai réalisé que la première chose que je faisais, c'était danser. Fait que j'ai dit à maman, moi, maman, je vais danser toute ma vie parce que la première chose que je fais le matin, c'est ça. Oh, wow. Ça a commencé comme ça. Je veux revenir à la vidéo que tu as postée, que j'ai vue, qui m'a vraiment touché. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour toi de faire une prestation comme ça, que tu enregistres avec, j'imagine, un ami, à moins que ce soit un passant qui avait un talent incroyable qui s'est retrouvé là, et de pouvoir diffuser ça dans un contexte de confinement, qu'est-ce que ça t'apporte à toi? C'est mon besoin de partage de ma passion, de communiquer avec le corps ce que les mots Mhm. sont pas capables de dire. Parce que si on voit dans la vidéo, les 2 énergies sont complètement différentes, puis c'est voulu. On s'est même pas parlé, moi et lui, puis on le savait qu'on allait faire ça. OK. Que nos 2 énergies, on allait les calibrer pour que ça résonne. Parce que l'humain, le corps, lorsqu'il voit quelque chose en mouvement, qui vient le chercher avec un son aussi, une image, ça vient stimuler une sensation kinesthésique. Donc, l'idée, c'était d'aller rejoindre les gens et la sensibilité des gens pour leur permettre de vivre leurs émotions dans cette période-là. Pas juste avec des mots, Exact. mais vraiment d'aller direct dedans. Je trouve ça vraiment sublime. Puis ce que j'ai l'impression d'entendre, moi, ma spécialisation, c'est la communication bienveillante, là. Puis ce que j'entends, c'est que sans même trop vous parler, vous avez organisé un moment où chacun vibrait à sa façon, ressentait les choses à sa façon et vous avez trouvé une façon de mettre ça en communion, à mettre ça ensemble et ça crée ce moment magique-là. Mm-hmm. Wow, c'est beau, ça me parle parce que souvent, dans la relation à l'autre, c'est un peu comme ça que ça se passe. Moi, je me présente à toi avec mes émotions, avec mon vécu, avec mes affaires. Toi, tu t'amènes à moi avec la même chose. Puis le challenge, souvent, c'est qu'en voulant mettre des mots sur ce qui se passe, on perd la connexion avec ce qui se passe. Ben oui, avec ce qui est là. Ouais.
J'ai compris tantôt que tu avais, fait du coaching PNL. Je sais que tu as fait ta formation PNL. Et j'ai cru comprendre, en jasant avec une amie, que tu avais exploré la possibilité de traiter de ces différents processus-là, mais dans le mouvement. Ouais. Est-ce que je suis bien informé? Oui, écoute, j'ai été extrêmement choyée que l'ICI-PNL me laisse la chance d'explorer avec une toute nouvelle approche. Parce que ça a dû être difficile pour eux d'évaluer parce qu'ils ne savaient pas ce que j'allais faire. Ils n'avaient jamais vu ça. Mais moi non plus, honnêtement. Je le savais parce que je me laissais beaucoup guider par mon instinct. Mais j'ai exploré par le mouvement les techniques de PNL au complet. Qu'est-ce que ça fait dans le corps? Comment les libérer par le corps et pas juste par la parole. Mhm. Alors, ils m'ont permis de travailler avec des danseurs parce que les danseurs sont plus sensibles à leur corps au départ. Mais plus sensibles, c'est pas vrai, on est tous sensibles, mais ils le connaissent mieux. Mhm. Et les danseurs, le corps, c'est la façon numéro 1 de s'exprimer. C'est ce qu'ils ont trouvé pour exprimer ce que les mots sortent pas le 3/4 du temps. Mhm. C'est ce que j'avais observé en étant souvent en contact avec les danseurs, qu'au niveau des émotions, c'était dur pour eux de les exprimer en mots, puis c'était dans le corps. Donc, j'ai passé tous mes coachings d'examen en mouvement avec des danseurs. Donc, de prendre les techniques de programmation neurolinguistique qui habituellement se passent plus en parole, en échange verbal, d'y aller dans le silence, en mouvement. Mhm. Et là, les mots émergent. Ouais. Je trouve ça intéressant parce que dans le fond, tu es resté connecté à un mode de créativité que tu explores depuis bien longtemps. Oui, Et ça te permet de faire la même chose avec les gens que tu accompagnes qui, à travers la danse, vont eux autres même faire leur prise de conscience, etc., leur progression, leur évolution. C'est intéressant. mais la libération aussi, parce que j'ai observé qu'on libère souvent l'esprit, mais on oublie le corps. Mhm. Et le corps précède la parole, constamment. Les réactions corporelles arrivent avant même que les mots émergent. Mhm. Alors, de libérer le corps, de savoir sont où les tensions, puis d'aller avec la libération du corps physique, libère les corps émotionnels. On est parfaitement alignés. La question qui me brûle les lèvres, c'est il y a quand même une marge entre se lever le matin, être excité de danser, puis d'en faire un métier. Ouais. Parle-nous donc de ce processus-là. Comment tu t'es projeté au-delà de dire j'aime la danse? Parce que, bon, moi, dans une relation précédente, j'étais avec une femme qui avait 3 jeunes filles. Les 3 ont dansé. Mon fils même a dansé dans une école, Rive-Sud de Québec. Ils tripaient, toutes les 4 ont vraiment tripé pendant leur période, mais à un moment donné, de là en faire un métier, c'est une autre affaire. Comment ça s'est passé pour toi? Ben, la danse, c'était juste une façon de vivre. Et je pouvais pas me dissocier de ça. Mhm. C'est impossible. C'était une façon de vivre, une façon de fonctionner, une façon de m'exprimer. C'est un état, ça devient un état. Mhm. Euh, je dis souvent, quand tu es un danseur, tu dois vivre comme un danseur. Tu vis comme un danseur, tu manges comme un danseur, tu parles comme un danseur, tu marches comme un danseur, tu dors comme un danseur. Tu sais, tout est comme dans une sensibilité et une créativité. Et je ne pouvais pas me dissocier de ça. Alors, même à l'école, au secondaire, euh, j'étais en international. Je faisais partie des élèves doués. Alors, c'est sûr que, tu sais, les métiers, c'est tu vas aller médecin, tu vas aller journaliste, tu vas aller ici, tu vas aller ça. Et là, moi, j'ai dit, ben, je vais aller en danse. Tu sais. Je dansais beaucoup, je faisais beaucoup de spectacles déjà et tout. Alors, j'ai décidé d'aller faire mes masterclass en danse pour explorer c'était quoi. J'étais sûre que j'allais devenir une danseuse professionnelle, sûre et certain. J'ai eu une carrière professionnelle au départ qui a été quand même assez courte parce que j'ai eu des blessures majeures dans mon corps. Ce qui m'a poussée après à aller dans l'enseignement aussi pendant que je continuais ma carrière en danse Mhm. et qui m'a permis d'ouvrir mon entreprise à 18 ans.
sur un coup de tête. Fait que mon entreprise, je l'ai ouvert, j'avais 18 ans et c'était un plan B. C'était même pas un plan A, c'était un plan B parce que j'étais aux études, c'était en attendant de. Donc, j'ai été chercher mon petit papier au registraire des entreprises. J'avais pas de local, j'avais aucune skills en finance, j'avais aucune idée de ce que je faisais. Puis je me suis dit, je vais sous-louer un local à l'heure, je vais faire des petites annonces, puis je vais partager ma passion, je vais créer mon emploi pendant que j'étudiais en littérature, qui est quelque chose que j'aimais aussi beaucoup. Mhm. Alors, je faisais les deux. Et bien, en faisant ça, une année, je suis tombée enceinte, très jeune. Et là, j'avais pas de sécurité financière puis d'emploi. Là, j'avais ça qui grossissait. J'avais peut-être une soixantaine d'élèves. Fait que c'est là que j'ai décidé de vraiment comme dire, OK, ben ça va devenir ma job. Mhm. Ben, j'ai un enfant. Donc là, j'ai ça. Puis c'est à partir de là que la danse est vraiment devenue un métier. Puis j'ai décidé d'en vivre. Ça a été par passion au départ. Et ensuite, ça a été devenu une nécessité de monter l'entreprise puis de la build-up parce que j'avais un enfant. Mhm. J'avais besoin d'une stabilité. Mais c'était mon besoin de partage aussi puis de créativité qui était toujours là. Mhm. Mais c'est sûr que c'est pas un choix rationnel, tu sais. Ouais. Aujourd'hui, cette intuition-là, ce besoin de créativité-là t'a amené sur ce chemin-là pour lequel, j'imagine, tu as une grande gratitude et tu es bien heureuse de ça. Oui, oui. Ben là, maintenant, mon studio, c'est un des plus reconnus au Québec. J'ai à peu près 400-500 élèves. J'ai plusieurs programmes de danse. J'ai une compagnie professionnelle qui vient d'ouvrir. J'ai beaucoup de gratitude pour ça. Là. Tu sais, je suis devenue une femme d'affaires à travers ça. J'ai eu un autre enfant aussi. Mes filles ont grandi à travers l'art. J'ai connu des milliers de personnes. J'ai vécu des tonnes de belles expériences. C'est incroyable ce que la danse m'a amené. Tu sais. Je te disais, Olénie, juste avant qu'on parte l'enregistrement, je te disais, j'ai pensé à toi à partir du moment où j'ai fait une espèce de lien entre accepter son corps puis accepter de danser avec la vie. Et je te parlais tantôt de mon histoire où je te disais que pour moi, accepter mon corps, je dirais en toute franchise que c'est encore un processus qui est en cheminement, qui va mieux que là, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Mais il y a eu une période où je ne voulais pas danser, je ne voulais pas aller à la plage, je voulais juste me cacher parce que je n'étais pas bien dans mon corps. J'imagine que ça résonne chez toi aussi, qui a eu une carrière de danse et qui a une carrière de danse et une partie de moi qui se dit, mais il me semble que ça ne doit pas avoir toujours été simple de faire la paix avec son corps, de l'aimer, de le montrer de la façon, avec les costumes que vous portez qui sont parfois, je vais dire sexy, là, mais je ne suis pas sûr que c'est le bon terme, là, mais artistique et tout ça. Comment ça s'est passé pour toi, cette dimension-là de l'alliance avec le corps, les peurs, la honte? Je pense que à la base, j'avais toujours été très à l'aise avec mon corps. Jusqu'à temps qu'il y ait le système de comparaison qui embarque à un certain âge, 14, 15, 16 ans. J'étais une jeune fille qui était très en courbe. Déjà, naturellement, je veux dire, à partir de 14 ans, j'avais une bonne poitrine, j'avais une petite taille, des hanches, très petites, mais en super forme, mais j'avais des shapes de femme. Donc, on m'a commencé à me taper en me disant, tu peux pas avoir l'air de ça, c'est trop sexy. Mais moi, je me sentais pas comme ça. Moi, c'était mon corps. Tu sais, Ouais. je m'acceptais comme ça, puis c'était à moi, puis c'est correct. Tu sais, mais à l'époque, les danseuses devaient être filiformes. À l'époque aussi, maintenant, les femmes sont plus développées, mais en 90, non, les ados étaient petites longtemps. Puis moi, j'étais vraiment en courbe. Fait que, tu sais, ça amenait une hyper-sexualisation que moi, je voyais pas. Même à l'école, là, on m'enlevait des points à l'école parce que mon chandail était trop décolleté, mais il ne l'était pas. Là. C'est juste que j'avais une poitrine, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? T'sais? Bref. Donc là, c'est l'ego qui est embarqué avec le système de comparaison qu'à la base, je n'avais pas. Alors là, j'ai vécu le taper des seins, les corsets, d'avoir à cacher un peu. Puis si on ne le cachait pas, de dire que je le faisais parce que pour me montrer ou quoi que ce soit. T'sais. Puis j'ai toujours été aussi les grands yeux bleus, les cheveux longs bouclés, les petites lèvres en cœur. Fait que, j'ai toujours une apparence attirante, on va dire,
Mais moi, j'étais pas consciente de ça dans ce sens-là. Moi, c'était moi, tu comprends? Ouais. Alors, il y a eu une période que j'étais tellement tannée de me faire regarder pour mon corps que j'ai décidé d'arrêter de manger, carrément. J'ai descendu de 140 livres à 95 en 7 mois. Wow. C'était des os. Juste des os. Je voulais juste disparaître. Je voulais qu'on arrête de me regarder pour ça. Je me suis dit, si on oublie de regarder mon corps, on va peut-être me regarder ma valeur intérieure un jour, au lieu de regarder juste l'enveloppe corporelle qui est là. Qui est juste me prendre mon casting parce que j'ai l'air de ça. Juste venir m'approcher parce que j'ai l'air de ça. Ou dire que je suis pas correcte parce que j'ai l'air de ça. Alors, c'est ça. Fait que je me suis complètement dissociée de mon corps. Mais c'est la danse qui me permettait d'être dedans parce que j'ai continué de danser. Fait que c'est littéralement la danse qui m'a sauvée parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que je pourrais plus danser si mon corps est malade. Alors, c'est par la danse que j'ai appris à accepter mon corps puis à entrer en connexion avec lui dans le plan terrestre parce que je voulais pas. Ça me tentait juste pas. J'ai même arrêté de danser sur scène pendant des années. Je voulais pas me produire, je voulais pas qu'on me voie nécessairement. Ça a été des gros up and down. Ensuite, ben, une autre façon qui a été d'accepter mon corps, c'est mes tatous. Alors, j'en ai beaucoup, j'en ai partout. Ça a été une façon que de moi de le trouver beau. Parce qu'après l'anorexie, quand tu fais des grosses crises comme ça, il y a une distorsion mentale par rapport à l'image corporelle qui est constamment là. Tu te bats toujours avec ça. Fait que moi, mon défi était que je travaillais devant des miroirs, mais j'aimais pas ça me regarder, tu sais. Fait que c'était difficile. Puis c'est dur de l'exprimer aussi quand tu es une femme qui est particulièrement jolie parce que les gens te croient pas. Ils pensent que tu cherches de l'attention puis que tu te plains puis tu te victimises, mais c'est tellement pas ça. C'est tellement pas ça. C'est plus profond que ça. C'était difficile. J'étais en complète dissociation longtemps. Et même après la trentaine, là, je suis à la mi-trentaine, mais le corps change. Fait que c'est une autre étape de dire ben non, j'arrive peut-être pas tout le temps à mon six-pack. Je veux prouver ça à qui quand j'ai ça, tu sais? Je veux prouver ça à qui quand j'ai l'air super cote? Est-ce que je le fais pour moi ou je le fais parce que je veux comme prôner une image quelconque pour que les gens achètent quelque chose ou quoi que ce soit, tu sais? C'est toujours, dans le domaine de la danse aussi, c'est toujours de se battre avec ça. Ben, le plus beau cadeau que ça m'a fait, c'est que j'ai tellement appris comment fonctionnait mon corps à travers ça, au complet. Mon système nerveux, mes muscles, qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir bien? Qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir belle? Qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir entière et m'autoriser à être et habiter mon corps à 100%, tu sais? Merci de t'ouvrir comme ça. Je trouve ça vraiment chouette de ta part. Ça me touche tout le temps de voir comment, même à travers un médium comme celui-là, on n'est pas en face à face, on utilise des technologies, comment deux personnes peuvent vraiment créer un espace sécuritaire, puis juste avancer là-dedans. J'imagine, puis pendant que je te dis ça, le lien que je fais, Olénie, c'est mais moi, là, je m'en vais dans ton studio de danse. Je ne suis pas à l'aise avec mon corps, puis je ne suis pas sûr que j'ai du rythme. Puis je ne suis pas sûr que je me sens à l'aise, que je me sens en sécurité, entre guillemets. Comment ça se passe pour que ces personnes-là qui arrivent chez vous se sentent chez eux bien? Comment on prend soin de cette dynamique-là? Parce que j'imagine que tu croises ça de façon régulière. Oui. Ben oui, dans mes cours, moi, ce que je fais, c'est de ramener à la base. De ramener au fait qu'un enfant, quand il a appris à marcher, il a tombé 50 fois. Il n'était pas à l'aise au début non plus. Mais il n'a pas lâché. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru en l'échec. Il n'a pas cru que c'était possible un échec pour lui. Il n'avait pas le choix de se mettre à marcher, puis ça allait finir par fonctionner. Donc, quand on apprend à danser, c'est comme ça aussi.
Puis ensuite, nos corps, c'est nos véhicules terrestres, puis sont utiles dans toutes les sphères de notre vie. Puis la forme qu'ils ont, c'est par rapport à nos choix de vie, puis aussi à nos métiers, puis aussi génétique, nos ancêtres, il y a plein de choses. Et notre corps, quand on l'aime, il nous aide à cheminer. Donc, quand on en prend soin correctement, quand on cible les bonnes parties dans le mouvement, on apprend à le connaître aussi. Et dans la libération et non dans la douleur. Donc, moi, dans les cours, quand j'ai des gens que je vois qui ne sont pas à l'aise, c'est toujours de travailler dans le relâchement. Donc, on relâche. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu n'es pas à l'aise là-dedans? C'est où quelle est ta limite? De aussi les sensibiliser à quels muscles contracter, puis donner des outils si je vois des fois qu'il y a des parties de leur corps que eux visuellement, ils n'aiment pas. De dire en quoi? Qu'est-ce que tu aimerais transformer? Et voici des outils qui peuvent t'aider dans une transformation esthétique de la chose, mais je dis toujours que si tu ne pars pas de la base, même si tu construis la forme, ça ne sert à rien. Donc, moi, j'ai sensibilise à tous les petits trucs profonds à l'intérieur de autres. Et éventuellement, ça finit par faire déjà un changement dans la posture et la musculature. Et l'état d'esprit. Oui, c'est une métaphore qui est magnifique aussi pour n'importe quelle transformation qu'on veut faire. C'est dans le fond, on part de soi, on muscle notre intérieur pour être capable par la suite de s'exposer, de rayonner. C'est la recette qu'on entend parler partout. Puis je trouve ça intéressant de voir que c'est aussi celle que sur laquelle tu t'appuies pour accompagner les gens dans le processus de la danse. Ben oui. Puis, tout cheminement, il est bon, puis il nous appartient parce qu'on est tous uniques. Donc, tu ne peux pas te comparer à ton voisin d'à côté, il n'est pas fait comme toi. Juste sa structure osseuse n'est pas faite comme toi, son modèle de communication, c'est pas le même. Fait que tu serais qui pour te comparer? C'est comme si l'abeille est en train de se comparer avec l'ours. Voyons, qu'est-ce que tu fais là? Ça marche pas, là, tu sais. Fait que c'est de stopper la comparaison, puis d'aller de soi vers soi. Puis qu'est-ce que tu as envie de vivre aussi dans ton cours de danse, tu sais? Mm-hmm. Qu'est-ce que tu as appris sur toi à travers toutes ces années? Tu danses depuis très jeune, ensuite de ça, les affaires, l'école de danse. Qu'est-ce que tu as eu, je vais utiliser ce terme-là volontairement, mais qu'est-ce que tu as eu à confronter pour continuer à rayonner? Puis peut-être qu'on va manquer de temps, là. Les choses qui sont les plus importantes. Je vais essayer de cibler parce que là, les mots sont durs. Attends un petit peu. Besoin de plaire. Mon besoin de plaire. Ça m'a fait souffrir énormément. Le besoin de comprendre, le besoin de plaire quand quelqu'un n'est pas d'accord, qu'un client n'est pas content, quand tu te fais chialer dessus par une maman qui n'est pas contente, mais qu'elle n'a juste pas écouté la consigne comme il faut, que tu sais, quand tu as un élève en résistance, quand c'est dans une compétition, il y a de l'injustice, c'est le besoin de plaire. Fait que le besoin de plaire à tous. Fait que ça, il a fallu, j'étais très confrontée à ça. Il a fallu que je laisse let it go, puis faire, je fais de mon mieux, j'ai fait de mon mieux, je le sais. J'accueille le commentaire avec beaucoup d'ouverture et beaucoup d'amour. Merci. Et de me positionner et de dire je ne suis pas d'accord, voici la limite. Ça, c'est autre chose aussi que j'ai dû apprendre à mettre mes culottes au lieu de faire OK, puis de me stretch de tous les bords. Parce que j'ai fait j'ai fait un épuisement professionnel l'année passée et 2 ans avant, j'ai fait un choc vagal justement parce que mon système nerveux n'était plus capable. Donc, tu sais, j'avais des signes beaucoup corporels de tu donnes trop d'énergie partout. Ouais. La tolérance, que ça ne peut pas toujours se régler tout de suite. J'ai découvert que j'étais extrêmement forte. Et très en mode solution. Je suis une machine pour trouver des solutions. Vraiment. Des solutions qui vont aller au bien collectif. Pas juste pour moi. Quand c'est une solution pour que je me sente bien tout de suite, maintenant, je sais que c'est mon ego et que c'est pas la bonne solution. Je suis bonne pour trouver des solutions qui vont faire... C'est qui vont amener comme un soleil autour. Comme une bombe nucléaire de magie, maintenant. Puis aussi que je suis rassembleuse. Ça, c'est un apprentissage. J'arrive à voir les lumières chez les gens
et les mobiliser dans une équipe pour les faire rayonner, puis qu'ils puissent aider à la compagnie, mais aux côtés de moi. Je ne suis pas le genre de dirigeante qui se met au-dessus puis que tout le monde est en bas. Moi, c'est tout le monde est aux côtés, puis c'est ça. Tu sais, c'est comme ça. Fait qu'on on m'a souvent dit que j'étais vraiment bobli comme personne par rapport à ça. Des fois, un peu trop dans un monde de licorne, mais non, parce que j'ai un côté quand même très tranchant. Qu'est-ce que j'ai confronté aussi? La peur de perdre, beaucoup. L'insécurité, souvent. Mon anxiété, ouais, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'anxiété, mais j'ai passé au travers. Et j'ai passé au travers. J'ai eu des nuits blanches. Je pense que quand tu es entrepreneur, peu importe le domaine lequel tu vis, c'est un peu fou de faire ça. Mhm. Faut être un peu failé. Ça aide, je pense aussi. Ça. Puis on subit des charges de stress que les gens ne comprennent pas. Fait que c'est aussi d'accepter de vivre une certaine solitude parce que quand tu parles de ce que tu vis, c'est très rare que les gens s'associent à ça. Puis c'est ça, c'est d'accepter ça. Puis d'accepter que tout repose sur tes épaules. Mhm. Parce que même si tu as une équipe, le dernier choix, c'est toi qui l'as. Fait que de vivre avec la solitude du dirigeant aussi, Mhm. mais de voir ça comme un espace privilégié en même temps et non une solitude négative. Comment quelqu'un qui fait de la danse de façon professionnelle, qui est quand même un art visuel, comment on chemine avec le désir de plaire? Parce que c'est comme il y a la ligne, à mon avis, elle est toute fine entre c'est important que ça plaise à l'auditoire, puis en même temps, je ne veux pas le faire juste pour me mettre en avant puis me faire dire que je suis belle, que je suis sexy, que je suis fine, que je suis donc ben, extraordinaire. C'est quoi ceux qui ne nous voient pas, là, je suis en train de faire une espèce de ligne en zigzag, là, mais comment tu découpes ça, entre guillemets, dans ton espace pour savoir, OK, ça vient vraiment de mon fort intérieur, puis ça, oups, je suis plus dans mon ego, puis là, je suis dans ma mécanique de vouloir plaire. Comment ça se passe pour toi? Moi, je suis incapable de faire un choix artistique qui est pour plaire. Hmm. Je tombe malade, je viens frustrée. Ça, je trouve que c'est une qualité que j'ai depuis toujours, là. Dès que je suis en incohérence, je suis malade. Mhm. Je tombe malade ou je viendrais super fâchée. Dès que je suis pas vraie avec moi-même. Alors, je ne tolère pas 2 secondes de ne pas être vraie avec moi. C'est pas compliqué. J'appelle ça, quand je fais quelque chose pour plaire ou pour suivre un courant artistique, j'appelle ça de la prostitution artistique, je l'ai déjà faite. J'ai passé 2 ans là-dessus. C'est avec le système de compétition. Moi, je déteste, je l'avoue officiellement. Je déteste, je déteste pas les compétitions de danse. Je déteste la façon que ça a pu modifier le côté artistique de la danse dans l'enseignement de la danse. Mhm. Là, c'est une culture qui est en prédominance depuis 5 ans. La compétition, c'est bon qu'on est capable de garder l'essence artistique, qu'il y a des profs assez qualifiés et pédagogues pour expliquer aux jeunes que l'art est important, les racines sont importantes, puis que c'est pas juste le petit trophée au bout. Mhm. Mais c'est une culture d'ego, ça, il faut se le dire. Donc ça a été un moment où est-ce que j'ai dû y aller parce que ça vendait, tu comprends? Mais j'ai fini par engager du monde qui était passionné de ça parce qu'eux, ils aimaient ça, ils voyaient ça autrement et j'ai compris comment les jeunes voyaient ça avec eux autres. Fait que j'ai engagé eux parce que moi, je n'étais pas rendue là. OK? Alors, c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc, je vis beaucoup de frustration quand je ne fais pas ça avec authenticité puis que je fais ça pour plaire. Mhm. Alors, dans ce temps-là, je me retire, je ne le fais pas pour plaire. J'observe comment je peux suivre ce courant-là qui plaît à une certaine masse de personnes pour justement que l'entreprise génère des revenus, mais que j'engage des gens qui ont une passion de cœur pour ce produit-là et qui vont transmettre ça.
Ça, c'est ce que je fais. Mhm. Sinon, comment je me sens quand je suis connectée à mon cœur, c'est la créativité à l'état pur. Je te sors des pièces pas possibles, que les jeunes, ils sont dedans, ils bougent puis ils vibrent. Ils n'ont Mhm. pas besoin de performer, ils ont un besoin de vibrer. C'est Mhm. ça, moi, qui vient me chercher en tant que chorégraphe. C'est quand je vois le jeune, le moins jeune, l'adulte vibrer dans une pièce de toutes ses cellules, puis qu'il n'est pas pareil comme son voisin, puis on s'en fout de ça. Mais il la danse avec son cœur, puis il sort de là, puis il parle pas. Tu sais qu'un danseur a vibré une pièce quand, à la fin, il est juste silencieux Ouais. et déposé. Tu sais qu'un danseur était dans la performance quand après, il est essoufflé, il n'a plus de souffle, il veut te parler, puis il a soif, là, il est dans son ego. Mais un danseur qui, après une perfo, il est déposé, tu sais qu'il était dans son cœur. Mhm. C'est ça que j'aime. Ce que je retiens de ce que tu dis, c'est pour toi, c'est une question de cohérence, puis les signes sont là dans ton corps. Ouais. Alors, tu fais tout simplement comme tu le disais au début de notre échange en disant, le corps parle avant même que les mots soient disponibles. Et puis, c'est un peu ce qui se passe. C'est un peu ce que tu racontes. C'est exactement ça. Moi, ça n'est organique, là. C'est partout, là. Si tu avais à donner un conseil à la jeune Olénie de 18 ans qui décolle dans la vie adulte, mais que tu lui donnais ce conseil-là à partir d'aujourd'hui, donc, tu sais, ton parcours, ta sagesse, tes apprentissages, qu'est-ce que tu lui dirais à cette belle amie, Olénie, qui s'apprête à se lancer comme ça dans la vie adulte? Prends ton temps. Écoute ton corps. Aime-toi en premier. Ouais. Écoute, il y a des gens qui vont écouter le podcast, il y en a d'autres qui vont le voir. Pour les gens qui sont à l'écoute, à l'audio seulement, Olénie, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup quand elle parle. Je trouve ça va être tellement beau et les yeux sont pétillants, le sourire est éclatant. C'est un peu ce que je te disais là, juste avant qu'on entre. Il y a quelque chose dans ton énergie qui se manifeste et qui moi, en tout cas, me brancher moi-même à mon corps puis à cette énergie que je peux aussi porter. Merci pour tout ça, Olénie. Il y a une question que je pose constamment aux gens que je rencontre. Je leur demande, le titre du podcast, c'est Courageusement humain. Ouais. Et j'aime demander aux gens que j'invite sur le podcast, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour toi, courageusement humain? Ah, c'est de s'incarner en tant qu'humain, de s'incarner à 100%, d'être courageusement humain. Parce on est juste un petit fantôme qui vit une expérience terrestre. Hein? Fait qu'on est des êtres spirituels qui rentrent dans un corps terrestre et on apprend à vivre avec, tu sais. Mais de prendre le courage de cette lumière-là et de l'incarner dans nos cellules humaines pour mettre ça en action, Mhm. je pense que c'est notre plus grande mission là, à tous. Là. C'est ça l'objectif d'être ici. C'est d'être assez courageux pour utiliser toutes les facultés que notre transport, moyen de transport a, parce que l'être humain est fabuleux, c'est une machine complexe, intelligente, merveilleuse, fascinante, et les mettre à profit. Tu sais, de vraiment comme avoir le courage de tout mobiliser à l'intérieur de nous pour être le meilleur humain possible. Ah, génial. J'aime beaucoup ta façon de parler de tout ça. Olénie, c'est déjà la fin. J'ai passé un moment vraiment magique. Ça a été pour moi un plaisir que de tenter de chorégraphier cet échange-là avec toi. Euh, Je veux juste te reconnaître pour ton énergie, pour ta fougue aussi. Il y a quelque chose que tu portes avec beaucoup d'assurance et
et en même temps avec beaucoup de féminité. Je trouve ça vraiment beau. Quand je t'observe, puis là, c'est le spécialiste de la coach qui observe, là, tu sais, mais je vois une danse en cette énergie masculine qui est très drivée, très axée sur il y a quelque chose à faire, on avance, on procède, etc. Et en même temps, j'entends dans ta voix, dans ton regard, dans les traits de ton visage, dans ta façon de danser aussi une très grande connexion à l'énergie féminine et je trouve ça vraiment magnifique. Si les gens avaient envie Oui. euh, d'entrer en contact avec toi, que ce soit pour parler de danse, que ce soit pour prendre des cours de danse, que ce soit pour peut-être avoir de l'accompagnement sur un accompagnement PNL ou un accompagnement par rapport à leur corps ou whatever, comment ils peuvent te rejoindre? Mais sur ma page Facebook, Oui, donc Olénie Pelletier, la page professionnelle, le titre arrobas, c'est arrobas la coach tatouée. Sinon, c'est Olénie Pelletier le titre. Il y a sur Instagram aussi, Olénie/Pelletier. Le site Internet s'en vient bientôt. Alors, là-dessus, sur la plateforme Instagram, puis la plateforme Facebook, toutes les informations sont là pour me rejoindre aussi. génial. Pour un accompagnement ou partager, ça me fait toujours plaisir. Super. Et comme je le dis à chaque fois, moi, je vais placer ces informations-là dans les notes de l'épisode. Mhm. Alors, autant dans la version YouTube que dans la version audio, dans les notes de l'épisode sur le site web ou sur la plateforme Apple Podcast, Google Podcast, les façons de te rejoindre vont être indiquées. Donc, si jamais les gens veulent faire ça, ils peuvent se référer aux notes de l'épisode. Merci, 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 merci infiniment. Au plaisir de se croiser en réel un jour. Et pourquoi pas, et là, ça sera pour moi une grande sortie de zone, mais en toute franchise, j'aime danser. Je danse bien, j'ai du rythme, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais, mais de partir un morceau puis de me laisser aller à tes côtés avec d'autres de nos amis, ça pourrait être quelque chose de vraiment trippant. Ça pourrait être merveilleux de faire ça. Absolument. Alors, merci, Olénie. Au grand plaisir de te recroiser. Merci. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Bienvenue. À bientôt. À bientôt, oui.